Là, ouais, on est pas mal. Ben, tiens, on voit le rocher là-bas. D'accord. Tu le vois? Ok. On le voit en face là-bas. Bon, ben, on va y arriver. Station 1. 0. En fait, on a eu donc une phase d'effondrement de l'abri sous roche sur ce site après l'Asilien. Donc, après l'Asilien, probablement durant le néolithique, on a eu une phase d'effondrement importante, avec des blocs très importants de plusieurs dizaines de tonnes. Et un de ces blocs, qui doit faire environ 50 tonnes, est tombé sur une des zones les plus denses du site. Donc vraiment sur le plan technique de cette opération, l'idée c'est de réussir à extraire ce bloc pour pouvoir fouiller dessous des niveaux denses et bien conservés, puisque le bloc a protégé ces niveaux des différentes attaques qu'a pu subir le site. Alors là on est sur un site, on en discutera aussi, mais qui pour nous pour le moment est plutôt interprété comme un camp de chasse, un site sur lequel les gens ne sont pas restés très longtemps et ont surtout préparé de l'équipement pour les chasser et ont été chassés dans la vallée, ont ramené de la viande ici et l'ont découpé ici. Alors est-ce que ces plaquettes gravées sont liées à ces activités de chasse? Est-ce que c'est juste est-ce que c'est un loisir le soir quand ils rentrent de la chasse? Enfin, voilà. Toutes ces questions-là sont prégnantes, mais on n'a bien sûr pas les réponses. Donc, quand la pierre est à plat, on fait une petite croix, comme ça. On peut rajouter quelques petits détails, comme ça, en moins fort, en plus léger. Toi, cet axe-là, que tu vois là, c'est celui-là. Celui qui est ici, c'est celui-là. Le mètre, il est là. Allez, je te donne les mesures. Ouais. Et puis après, on fera l'inverse. Hein? Bridget va dessiner, toi tu prendras les mesures. Et ensuite, Bridget prendra les mesures et toi tu dessineras. Ok? On est à 21 sur l'axe. Voilà. 21,15. This corner is the 8.5 and 33.5. So there is a top corner this way. 1 centimeter. Vous allez voir comment il y a eu de ça. Par là. Et puis en plus, Par ici, tac, tac, comme ça. on demande des renseignements, des vidéos, etc. Les enfants. Exceptionnel. Ça y est, faut se refaire aujourd'hui. Je prie. Faut se refaire tout ça, là, bien ça. Quelque chose de plus important, c'est de bien disposer le mètre. On voit ici. Ah ouais, si je les vois là quand même. C'est un 10. Voilà. Selon mon Bon. enseignant. En fait, il y en a plus que deux, hein. Allô. Il y en a plus en fait. Là, t'as le but, tu vois. Le talon est là. Bah, c'est quand même incisé. Ouais. C'est la lamelle. Non, c'est pas une lamelle. C'est pas une lamelle. Bon, bah, c'est pas une lamelle. C'est un Ah bah oui, je suis possible ébauche. Bipointe. Verticale. J'oublie à chaque fois qu'il faut la dessus. Merci. Ok. Plus rien à shooter, c'est bon? Il y aura la pièce ici.
Il y aura celle-là après, mais après, ok? Ah, normalement. Donc pour vous situer rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas véritablement la région, on est sur cette grande bande de roches qu'on appelle du grès armoricain, qui est une roche très dure, qui est très siliceuse avec beaucoup de silice, de filons de quartz. Une roche très dure, qu'on retrouve là, qui émerge en tout cas depuis la roche Maurice à peu près, du côté de Landerneau, la roche Maurice, etc. Et qui va jusqu'au bout de la presqu'île de Plougastel. La formation elle ressemble beaucoup à ce qu'on va trouver aussi en presqu'île de Crozon ou même dans le nord du Cap Sizun, la partie nord du Cap Sizun qui est le même type de roche. Et cette roche-là, qui est très dure, elle est parcourue de filons de quartz qui se décrochent et qui peuvent créer ce genre de petits abris. Et on en voit même plus loin des petits décrochements de la falaise qui créent des petits abris sous roche. Alors ça veut dire que tous ces abris sous roche ont été occupés par les gens, loin de là, mais celui-là en tout cas l'a été. Et celui-là est très grand pour un abri sous roche en Finistère, en Bretagne en général. On n'a pas beaucoup d'abris sous roche comme vous pouvez les connaître dans le sud-ouest de la France. Vous pensez préhistoire, vous pensez vallée de la Vézère ou la Dordogne, et voilà, ces grandes baumes calcaires, etc. Rien à voir avec ça en Bretagne, on n'a pas de calcaire, donc on n'a pas tous ces systèmes de grottes et de grands abris. Donc là on est sur un grand abri breton. Ces grands axes de circulation que sont les cours d'eau étaient parcourus par des différentes espèces animales. Alors plus de mammouths, plus beaucoup de lions des cavernes, plus de rhinocéros, tout ça il y en a plus. Donc on est plutôt sur de l'auroch, qui est un grand taureau sauvage, du cheval sauvage, peut-être les derniers rennes, mais ça on ne le sait pas véritablement puisque en Bretagne, comme dans tout le massif armoricain, l'os ne se préserve pas du fait de l'acidité du sol. Malheureusement nous on n'a pas d'os, donc on travaille uniquement sur ce qu'on appelle le matériel lithique, donc c'est tout ce qui va être l'industrie en pierre, donc le silex taillé globalement, et puis, je vous en reparlerai après, ces fameuses plaquettes de schiste gravées qu'on va retrouver sur ce site. Ici, à la demande de Nicolas Nodino, on réétudie en fait les blocs gravés du rocher de l'Impératrice. Donc ce sont essentiellement des chevaux et mon rôle là c'est d'en assurer une lecture et un enregistrement le plus exhaustif possible. Donc je travaille à l'échelle 2 et là sur ce document que je peux rétroéclairer, je travaille là sur le relevé de la moitié gauche, si vous voulez, de ce support où sont disposées les deux têtes en opposition, bénéficiant d'un museau commun, ce qui est assez exceptionnel, avec des pattes très bien délinéées, très bien articulées, parfaitement rendues. Il y a une conformité au modèle vivant sur ces représentations-là de chevaux, sur cette face-là, qui est remarquable, avec des traitements, des micro-traits pour rendre le pelage de l'épaule de l'animal, etc. Ce sont vraiment des œuvres remarquables. Ils ont été choisis parce que ce sont des supports relativement plans, mais pas si plans que ça. Et c'est-à-dire qu'ils ont des micro-reliefs, certains, et ces micro-reliefs, justement, ont été utilisés par les artistes préhistoriques pour delinéer le contour d'une anatomie particulière, d'une crinière, pour permettre à un sabot, à une patte, de reposer naturellement sur un support, sur une sorte de sol virtuel au niveau d'un micro-relief, etc. Ce sont tous ces éléments du support naturel en quelque sorte, qui sont petit à petit intégrés matériellement et certainement symboliquement dans la représentation. Les animaux ne flottent pas. On a souvent dit qu'ils flottaient dans des espaces abstraits, etc., sur les parois des grottes ou sur les objets. Non, pas du tout. Ils y sont totalement intégrés, ils y sont totalement chez eux. Et ils n'ont pas besoin, ces animaux, qu'on leur dessine une ligne de sol ou qu'on leur dessine un environnement végétal. Leur environnement, c'est l'environnement de la pierre. Le génie, probablement, des artistes préhistoriques et des préhistoriques en général, a été de réussir à un moment, de penser à un moment qu'en projetant des images mentales sur des supports durables, on pouvait rendre pérenne et rendre durable sa propre création et sa propre représentation.
il a avancé 30 cm. Hein. Ah, il est... Ah oui, oui, il est sorti. Hein. Voilà. Et faut lui changer un peu son orientation. Ouais. Là déjà ça ferait une belle zone. Ça, je vais quand même aller jeter un coup d'œil rapidement avant qu'on marche dessus. La pièce, ouais, là, il faut la garder en place, elle était là. C'est l'armature encore, hein, ça, putain de 10 points. C'est un truc de mal, il y a le nombre de 10 points qu'il y a dans cette chaîne. Il faudrait juste que tout le monde soit, que Michel notamment et Joël aient conscience qu'il y a du matos ici et que... J'aurais peut-être le nettoyer avant. Ouais, ça te dit pas de commencer à faire un petit nettoyage là? Allez, du coup, il faut pas que tu... Ouais, tu vois, il faut la laisser travailler pour voir, lâche là pour voir. Il faut qu'elle... Là, on a un peu tombe par là après, les gars. Rien de particulier, ça se dessine. Oui. Ça, ok. Donc là en fait j'ai un... Attention tes bords de coupe. Ta coupe elle est pas droite là. Oui. Tu vois. Enfin, en fait elle était déjà comme ça. Je suis, ouais mais je suis en train de la rectifier. Celle-ci elle part comme ça. Celle-là c'est pas la pire mais celle-là là-bas elle va pas. Ouais, ici. Ok. Ouais. Et donc ici ça. Là j'ai le 103 ici. Oui. Qui est sur une bande. Et puis ensuite je l'ai là mais au niveau de la coupe. J'ai l'impression de le au niveau de la coupe. Joli. Ça on peut pas dire sur 2 cm. Hein. Faut étendre. Enfin, c'est tellement compliqué ici. Ouais. Je vais pas te dire sur 2 cm ce que c'est exactement et que ça détermine la suite quoi. Donc non, tu continues, tu relèves ça, tu l'enlèves, tu continues. Ton idée c'est de faire une coupe pour qu'on comprenne ce qui se passe ici. Donc je veux pas te dire exactement dans quoi t'es, puisque le but c'est qu'on voit ce qui se passe. Il semblerait qu'il y ait des cuvettes qui à mon avis sont liées à de la flotte qui coule sur le bloc et qui vient creuser en fait en tombant sur le côté, qui vient creuser une sorte de petite cuvette. Et il faut voir si c'est pas plutôt une sorte de petit drain, tu vois, un petit ruissellement qui vient ici faire une petite flaque. Donc c'est ça qu'on essaie de voir. Avec ces 2 coupes là on devrait pouvoir comprendre ce qui se passe ici. On va aller la laver. J'ai oublié de chercher une mousse. On l'avait trouvé hier. Joël, regarde, une mousse pour maintenant, j'ai oublié. Qui se passionne. C'est les couleurs quoi? Je dirais que c'est un éclat de mise en forme. C'est un gros éclat. Il est tout défoncé. Ouais, il est tout défoncé. C'est un très gros éclat. Un éclat de mise en forme, il va pas kiffer. Hein. Tu sais, ouais.
l'idée de mon travail, ça va être d'observer ce matériel en pierre pour en tirer des informations sur ce que les gens ont voulu produire et comment ils l'ont produit. Donc on va essayer de regarder toutes les petites traces techniques, et parfois qui sont très discrètes, les mettre bout à bout pour comprendre tous ces choix, tous ces gestes et tous ces choix techniques qui vont vraiment être caractéristiques d'un groupe préhistorique. Donc on va utiliser une binoculaire, des loupes, etc. pour bien regarder les différentes petites traces, l'organisation, l'ordre des enlèvements par exemple, tout ce genre de choses qui vont nous renseigner sur les méthodes de production des préhistoriques. Alors, l'intérêt d'étudier ce matériel en pierre, c'est qu'il va permettre de nous apporter des informations sur la culture des préhistoriques, donc sur la culture des occupants du site, mais plus généralement de l'Asilien ancien, mais également sur leur économie. C'est-à-dire que par exemple ici, cette lame que je te dis est typique de l'Asilien ancien, qui a demandé un certain savoir-faire, assez exigeant d'ailleurs pour cette période-là, on sait qu'elle a été utilisée ensuite comme couteau, puis ensuite qu'elle a été entretenue, elle a été affûtée en fait, par une petite retouche qui elle-même est typique de l'Asilien ancien. Donc on a prolongé sa durée de vie par cet affûtage. Ensuite, elle a été recyclée, donc on l'a transformée en un autre type d'outil qu'on appelle un burin, qui a servi certainement à travailler des matières dures animales, peut-être par rainurage ou par raclage. Et puis après cette activité-là, elle a été utilisée comme briquet pour faire du feu sur de la marcassite ou sur de la pyrite. Donc c'est un objet qui a une durée de vie très longue, ce qui montre bien que cet objet a été produit avec un grand investissement technique, mais qu'elle a été rentabilisée en fait, d'une certaine façon, parce qu'elle a été utilisée très longtemps. Et ça, c'est un choix dans la gestion de l'outillage qui n'est pas forcément le même pour toutes les périodes de la préhistoire. Quelques siècles après l'Asilien ancien, dans l'Asilien récent, on va avoir des outils qui sont fabriqués très rapidement et qui vont également avoir une durée de vie très courte. On choisit plutôt de passer peu de temps à fabriquer l'outil et en refaire un nouveau dès qu'il est plus utilisable. Alors que dans l'Asilien ancien, on va plutôt investir beaucoup de temps dans la production, mais on va le garder très longtemps. C'est-à-dire que chaque groupe préhistorique, chaque grande culture préhistorique va fabriquer les outils d'une façon différente. Et donc c'est en essayant de pister ces différences entre différentes cultures, qu'on va pouvoir comprendre un peu la mosaïque des cultures, à la fois dans l'espace et dans le temps, pendant la préhistoire. Ici, on n'a pas pour écrire sur les étiquettes. C'est sûr que j'ai un... C'est pas étrange, ça. Je dirais une sorte de silex, mais avec beaucoup de, je sais pas, de granuleux comme ça, noir. Une sorte de quartzite, ouais. Ouais, tu devrais le mettre de côté. Tous les grains de sable ont fondu pratiquement avec la pression, ça donnait le quartzite. Ouais. Et puis après, tu as eu plein de fissures, des petits filets de quartz qui sont partis dans tous les sens. Donc, ça a dû chauffer énormément. C'est bizarre. Ouais, parce que ça c'était pas en fusion, mais presque quoi. Enfin, on était presque à la fusion, ouais. Ah ouais. Ouais, c'est fou. C'est une roche sédimentaire, quoi. Ça oui, ouais, une roche sédimentaire. Ouais, c'est pour ça que... Alors, à l'origine, et donc comme elle est transformée en quartzite, c'est une roche métamorphique. Ah ouais. D'accord. Oui. À l'origine, c'est une roche sédimentaire qui a été transformée par l'orogénèse, justement, et qui est devenue une roche métamorphique.
D'accord, c'est la différence entre la roche métamorphique et... Voilà, la différence entre le grès, qui est une roche sédimentaire, et le quartzite, qui est devenu une roche métamorphique. Le schiste, c'est pareil. Ouais. Le schiste bréovérien qui est en dessous et le schiste qui est au-dessus de ce banc de grès là, à l'origine c'était de la vase. Donc ce qu'on appelle des pellites. Et les pellites, ce sont des grains très fins qui forment la vase, la boue quoi. Ouais. Hein. Et ça a subi des énormes pressions et ça s'est transformé en schiste. C'est pour ça que c'est en lamelles comme ça. Voilà, c'est ça. Donc c'était une roche sédimentaire qui est devenue une roche métamorphique. Voilà, ouais. Comme le schiste. D'accord. C'est néo. Non, c'est plutôt asilien. Ouais, c'est du coup... Ah ouais, ça tu me les files, je vais les regarder. Ouais. Oui, parce que je les ai mis de côté. Ouais, je vais regarder ça. Tu fais l'opération 3-4 fois et ça boue, puis tu entretiens et tu as la cuisson. Oh, si, c'est bon. Cuisson et stérilisation aussi. C'est bon. J'ai aucun doute. En tout cas, il y a plein d'autres petites choses. Il y a plein d'autres petites choses que j'arrive pas vraiment à mettre en relation. Non mais là, la bino, je les vois en fait. C'est vraiment le même type de traits? Plus fin. Si, il n'y a aucun doute, c'est gravé, et il y a peu de doute que ce soit une tête de cheval, je pense que c'en est vraiment une. Et à côté de ça, il y a plein de petits traits parasites là, plein de petits traits. Non, c'est là, je la vois bien là. Le même museau pincé, tu vois, c'est exactement pareil, le museau pincé, la mâchoire, les oreilles vachement en arrière. Non, c'est bon. Moi, j'ai quand même regardé les autres. Parce que... Bon, tête de cheval, Michel. Tête de cheval, sûr. Ouais. Des fois, parce que malheureusement l'archéologie préhistorique en particulier, on a du mal à se justifier d'exister des fois. Donc il y a plein de gens qui trouvent ça intéressant. Le fait de comprendre le passé est pour eux quelque chose de très important dans une société, etc. Mais il y a aussi d'autres personnes qui considèrent que on ne sert pas à grand chose puisqu'on n'apporte pas d'argent, déjà, ça c'est un premier point. Et puis que c'est le passé, et que le passé est le passé, et que maintenant ce qui compte c'est le futur. Et voilà. Donc on a des fois tendance à avoir ce discours de dire oui, mais comprendre le passé, ça permet de mieux préparer le futur. Pas évident quand même. Pas évident quand même d'extrapoler ce qu'on fait, des fois sur des questions sur lesquelles on a quand même des grosses incertitudes. Donc l'extrapoler ça vers le futur dans un monde qui est complètement différent, une démographie qui n'a rien à voir, moi j'y touche pas, quoi. J'y touche pas. Après effectivement, savoir comment notre espèce et d'autres espèces d'ailleurs se sont... alors j'aime pas le terme se sont adaptés parce qu'ils ne sont pas que adaptés, ils ont aussi la culture peut changer complètement indépendamment d'un environnement naturel, mais de voir comment ces gens ont évolué dans leur environnement et comment leur culture a évolué également, ça peut permettre de se projeter un petit peu et de voir comment notre société, elle, quel est son potentiel de changement, quoi. Et je trouve qu'on est quand même dans une société sur laquelle on a l'impression qu'à part la technologie, on reste dans un modèle très rigide et que c'est quelque chose qui ne changera jamais, en fait. Et puis ça changera forcément. On voit le réchauffement climatique, la remontée des niveaux marins, tout ce genre de choses. On a toujours l'impression qu'il faut agir pour lutter contre ça. Alors bien sûr, il faut lutter contre notre impact là-dessus. Ça c'est un premier point, mais au-delà de ça, il y a quand même un phénomène naturel qui existe. Et celui-là, nous, on ne pourra pas lutter contre. On ne pourra que s'y adapter. Et c'est vrai que des fois, on a l'impression que l'être humain aujourd'hui se sent capable de lutter contre la nature. Et en fait, je pense que ce n'est pas le cas. Je pense qu'il ne faut pas lutter, il faut juste accepter de changer. Accepter de changer et de faire des compromis, et puis que ça a toujours marché, ça marche depuis plusieurs millions d'années, et on s'en tire pas plus mal, donc il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui on soit plus capable de le faire.